Alors très clairement, c'est l'un des manipulateurs modernes les plus cruels et l'un des chefs d'État les plus meurtriers du 21e siècle. Car si je vous ai déjà parlé sur cette chaîne des agissements de Staline ou même de Goebbels qui remontent au siècle dernier, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est encore très fraîche. Je vais vous parler d'un homme connu sous le nom de boucher de Damas et cela n'a absolument aucun rapport avec le métier de bouche. Bref, une personne qui n'a pas hésité à réprimer son peuple encore et encore jusqu'à employer des méthodes de torture et des armes qu'on ne pensait plus voir utiliser. Approchez-vous mes blénifluviatiles, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de répression, de sang, de mort, mais aussi d'actes inhumains qui sont purement et simplement des crimes contre l'humanité. Et nous allons parler de la Syrie, donc un pays qui est indirectement lié au Troisième Reich, ce qui a aidé d'ailleurs à en arriver là. Mais alors, qui est réellement Bachar al-Assad? Est-ce qu'il s'est fait tout seul pour arriver au pouvoir suprême ou a-t-il hérité d'un pouvoir qui lui était destiné? En fait, est-ce qu'il a dès le début été ce leader sanguinaire avec une poigne de fer et avec très peu de scrupules envers son peuple? Est-ce que dès son enfance, on pouvait voir les indices qui ont mené à ce destin de dictateur sans limite? Eh bien, commençons par là justement. Alors, Bachar al-Assad est né le 11 septembre 1965 à Damas, de l'union d'un certain Hafez al-Assad et de Anissa Maklouf. Et contrairement à des personnes comme Jim Jones ou même El Chapo, dont j'ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos, en fait, Bachar, lui, c'est le fils de quelqu'un. Parce qu'en effet, son père, Hafez, c'est un homme politique syrien qui a participé à un coup d'État important en 1963 et qui, voilà, 7 ans après, va devenir Premier ministre. Alors que Bachar a 5 ans, quelques mois après, Hafez al-Assad devient le président de la République arabe syrienne. Très clairement, autant vous dire qu'il pèse énormément. Et ça, on y reviendra après. Déjà, concernant l'enfance de Bachar, honnêtement, il y a quand même très peu d'infos qui circulent. Le gamin, il n'était pas censé devenir en fait ce qu'il est devenu. Et ça, on va y revenir. Il n'est pas censé être dans la politique, ni prendre la place de son père. Pas du tout. C'était pas son destin. Bref, en tout cas, le temps passe pour Bachar et en 1988, il a alors 23 ans et il obtient son diplôme de médecine et là, il commence à travailler comme médecin militaire dans la banlieue de Damas. Quelques années plus tard, il file à Londres pour suivre des études d'ophtalmologie. Et là-bas, Bachar rencontre également sa future femme, Asma Fawaz al-Akras, qui est une Syrienne née à Londres et qui a 10 ans de moins que lui. Et là, en fait, si leurs familles sont liées depuis des années, ce n'est qu'en 1992 que leur relation a débuté, alors qu'Asma est encore mineure. Cette petite information, ça va rester secret pendant quelques années encore. Mais bon, voilà. Alors que Bachar aurait tranquillement pu terminer ses études, que du coup sa femme Asma aurait pu continuer les siennes en informatique et en littérature française, quelque chose d'inattendu va tout changer. Je fais quand même une petite parenthèse sur le frère aîné de Bachar, il s'appelle Bassel al-Assad. Et vous allez vite voir qu'en fait, entre Bassel et Bachar, leur destin est quand même très lié. Surtout par une date très importante, c'est le 21 janvier 1994, où tout va basculer. Parce que contrairement à Bachar, son grand frère, il va jouer un rôle central dans la politique de son pays, en étant aux côtés de son père depuis des années, et en étant son premier soutien. En fait, à ce moment-là, et depuis maintenant quelques temps, il gère la garde présidentielle, qui forme en fait les troupes d'élite du régime. Le grand frère, c'est le successeur désigné, c'est lui qui doit être après à la tête du pays entier. Sauf que, en tout cas, dans tout ce que j'ai dit, il y a un problème, c'est que, le grand frère a un accident de la route qui va lui coûter la vie ce 21 janvier. Et là, ça va changer complètement la donne pour le futur du clan de Al-Assad et du pays, quoi, évidemment. En fait, avec la disparition de Bassel, le grand frère, Bachar, ça devient désormais l'alternative logique concernant la suite du règne. Là, à ce moment-là, le père, il est un peu déstabilisé et il le rappelle illico au pays. À ce moment-là, Bachar, il revient et il suit une formation militaire accélérée, alors qu'il ne voulait pas du tout de cette vie-là. Sa femme, de son côté, Asma, elle va entre autres travailler dans la banque d'affaires JP Morgan, mais à un moment, elle va aussi devoir rejoindre la Syrie, pour de bon. Concrètement, pour Bachar, on va oublier la médecine, l'ophtalmologie. Le but là, c'est de faire de lui un futur chef de guerre, un futur chef d'État. Il rentre rapidement à l'académie militaire de Homs, et là, à ce moment-là, ça commence la propagande. C'est-à-dire que, le papa va commencer à inonder le peuple de la présence de son fils. Là, en fait, le fils va devoir s'engager dans ce qu'on appelle les affaires publiques, et il devient notamment le boss d'un bureau chargé de recevoir les plaintes et les appels des citoyens. Ce qui va d'ailleurs le mener à diriger une campagne contre la corruption. Et d'ailleurs, comme il a beaucoup de casquettes différentes, il devient aussi le président de la société informatique syrienne. Et à ce moment-là, ça fait qu'il va aussi aider à démocratiser Internet en Syrie. Et là, d'un point de vue diplomatique, se mettent à échanger avec le Liban. La famille Al-Assad, ils aimeraient reprendre le pouvoir là-bas. Bref, les années passent et au début de l'année 99, alors que Bachar il a 34 ans, il devient colonel de la garde républicaine syrienne d'élite. Et puis l'année suivante, là, ça y est, on passe l'an 2000, et là, le papa, Hafez al-Assad, il décède à l'âge de 70 ans. Et à partir de là, le destin de Bachar al-Assad, donc le fils, s'apprête à changer de façon radicale.
Et justement, ça nous amène à un premier élément quand même assez secret en fait de la vie de Bachar al-Assad. Et ce secret, eh bien, il concernait le père qui vient de décéder là, et même ceux qui étaient avant lui au pouvoir. Parce que quand en intro, je vous ai dit que le régime syrien et le régime nazi avaient des points communs, eh bien en effet, ça, il faut savoir que c'était incarné par une personne très précise, et c'était Alois Brunner. Alors, ce gars-là, il a bossé pendant la Seconde Guerre mondiale, et il était clairement dévoué à la cause de Hitler. D'ailleurs, il a été responsable de la déportation de 128 500 juifs vers les camps. Et après la guerre, il a réussi à passer entre les mailles du filet et il s'est retrouvé entre autres en Syrie, où là il va changer de nom pour se faire appeler George Fisher. Et là, en Syrie, il a contribué à mettre en place un système répressif clairement inspiré du Troisième Reich. Bref, je pourrais faire une vidéo entière là-dessus, mais bon, bien entendu, on essaye de garder la présence d'Alois Brunner le plus secret possible. Il semble que le juge d'instruction pense qu'il peut être ou qu'il a pu être à Damas. Si je ne sais pas moi-même où il se trouve, comment le juge français peut-il le savoir? Parce qu'en fait, toute cette histoire est quand même très trouble et sombre. Tous les régimes en fait qui sont succédés en Syrie ont toujours essayé de garder secret et cacher la présence de ce mec, jusqu'à Bachar lui-même. Et ce Alois Brunner, il avait quelques petites capacités sympas en fait pour les Syriens, notamment des techniques de surveillance, d'interrogatoire ou de torture. Tout ça lui venait en fait de son expérience à la Gestapo. Et notamment, il avait un de ses joujoux préférés, c'était la chaise allemande, qui était une chaise en métal munie en fait de parties mobiles pour écarteler la victime et provoquer une extension de la colonne vertébrale. Pour en revenir à nos moutons, en tout cas, maintenant que Hafez al-Assad, donc le père, est décédé, eh bien il est l'heure pour Bachar de prendre le premier rôle. Bon, alors la première chose que fait Bachar, c'est de modifier la constitution syrienne. Et surtout un point très important, que l'âge minimum requis pour accéder à la présidence passe de 40 à 34 ans. Il a 34 ans à ce moment-là, donc nickel. Il n'était pas président à ce moment-là, mais il a pu modifier quand même la constitution. Néanmoins, quand même, attention, pas de malentendu. Les choses sont faites de manière diplomatique. Le peuple va voter pour élire leur président. Il y a quand même un truc qui est quand même sympa, c'est que Bachar, c'est le seul candidat à se présenter. Et il va recueillir alors logiquement à peu près 97% des voix. Le hasard fait bien les choses, c'est sûr. Là, il devient alors président de la Syrie, tout en étant nommé commandant en chef des forces armées syriennes et secrétaire régional du parti Baas. Le parti Baas, j'en avais parlé viteuf dans ma vidéo sur Saddam Hussein d'ailleurs, qui est encore dispo. En tout cas, vous avez compris, Bachar, c'est un mec qui modernise et qui réforme le pays. Et au début, quand il commence son mandat comme président, il est quand même sobre. D'ailleurs, justement, il y a un événement qui s'appelle le Printemps de Damas, et ça va donner un nouveau souffle à la Syrie sur plusieurs plans. Et ça commence déjà par la libération de centaines de prisonniers politiques, et par la fermeture de la prison de Médecé, et aussi l'annulation de poursuites de certains opposants qui étaient forcés à l'exil. Et en même temps, le régime permet la création de nouveaux partis politiques, et là, globalement, Bachar, il veut que son pays ressemble réellement à une démocratie. Mais tout ça, ça ne se limite pas à la politique. Ça passe aussi par la création de différents groupes de débat qu'on appelle des salons. Et dans les salons, dans ces groupes, on parle de politique et aussi de sujets sociaux. Et là, il y a plusieurs personnalités, des intellectuels du pays qui se mêlent à ces échanges, ce qui va donner alors une sorte de nouveau souffle au pays. Vous le voyez venir, mais tout ça ne va pas durer. Ça, on y aura droit plus tard. En tout cas, au niveau des relations internationales, les choses se passent bien dans un premier temps, notamment par exemple avec la France et son président à l'époque, Jacques Chirac. Jacques Chirac accueille Bachar al-Assad en novembre 99, alors qu'il n'était pas encore chef d'État. نظرنا بالنسبة للرئيس فراك ورئيس فراك دائما متفهم للحقوق المشروعة العربية بشكل عام Et d'ailleurs, Chirac plus tard s'est rendu à Damas pour les obsèques du papa. D'ailleurs, pour la petite anecdote, au moment où Bachar al-Assad est devenu président, il a reçu la Légion d'honneur de la France. En vrai, si on ne sait pas forcément les détails de pourquoi Chirac lui a remis la Légion d'honneur, en tout cas, je cite le gouvernement de l'époque. Nous sommes persuadés que le changement de génération dans le monde arabe, avec l'arrivée au pouvoir de Mohamed VI au Maroc, d'Abdallah II en Jordanie et de Bachar en Syrie, allait faire bouger les choses. Les choses vont pas se passer exactement comme prévu, mais ça, du coup, vous le voyez venir. Et d'ailleurs, justement, pour la Légion d'honneur, on va lui retirer en 2018, parce qu'entre-temps, ça va bien se gâter. En tout cas, petit à petit, les relations vont commencer à se dégrader entre Chirac et Bachar al-Assad. Et à un moment, on aura le droit même à une scission entre notre pays et le sien. Et donc, au final, le printemps de Damas, donc toutes ces belles choses qu'en fait Bachar al-Assad est en train de faire, ça va pas durer longtemps, quelques mois maximum. Et en effet, en 2001, là, le régime de Bachar commence à réemprisonner des gens à tour de bras, et entre autres, en tout cas c'est justifié tel quel, parce qu'ils ont fait une incitation à des conflits raciaux et sectaires. Ce qui fait que pas mal de militants vont finir en fait derrière les barreaux. En parallèle, les forums et puis les salons de thé, tout ça, les petits trucs sympas où ils discutaient en fait de politique, de société et tout, ils vont être fermés et interdits. Et à ce moment-là, en fait, personne ne le sait réellement, mais Bachar al-Assad va tout doucement mais sûrement marcher sur les traces de son père. Au niveau des relations externes et de la politique internationale avec tous les autres pays, eh bien Bachar al-Assad, il continue quand même d'être en bons termes avec beaucoup de chefs d'État. D'ailleurs, il va accueillir dans son pays le premier ministre britannique, qui s'appelle donc Tony Blair, ça c'est en 2001. Et à ce moment-là, pour vous dire, on est quand même un mois après les attentats du 11 septembre.
comprendre. Et comme beaucoup en fait de personnes dans le monde, Al-Assad, il déplore l'invasion des États-Unis en Afghanistan. Néanmoins, il faut le savoir, mais Bachar, lui, il est actif dans la lutte antiterroriste que mènent les États-Unis. Et d'ailleurs, beaucoup de gens disent que la Syrie, à ce moment-là, c'était l'un des alliés les plus efficaces de la CIA, notamment en matière de renseignement sur Al-Qaïda. Et en parallèle, Bachar, il salue les groupes paramilitaires palestiniens et les qualifie de combattants de la liberté, tout en critiquant publiquement Israël. Quelques années passent et le 14 février 2005, c'est du côté de leurs voisins, le Liban, qui sont juste là, qu'il faut regarder un petit peu plus. En fait, depuis des années, pour vous dire, même des décennies, il y a quand même des tensions entre ces deux pays. Sauf que là, les choses vont prendre une tournure dramatique. Parce que ce jour-là, un attentat au camion piégé va coûter la vie à 22 personnes et en blesser plus de 200. Et dans les victimes, il y a une personne très importante et qui était visée, c'est l'ancien Premier ministre libanais qui s'appelle Rafik Hariri. Il y a des dizaines de véhicules qui sont carbonisés instantanément, des dégâts massifs sur beaucoup d'immeubles, bref c'est un carnage. Et évidemment, cet attentat-là semble avoir un lien avec notre cher Bachar al-Assad. Et là, très rapidement, le Conseil de sécurité des Nations Unies va mettre son nez là-dedans et ouvrir une enquête sur place. Et cette enquête va dévoiler des implications de responsables syriens et libanais, et notamment un certain Assef Shawkat, qui est à ce moment-là chef du renseignement militaire syrien et surtout le beau-frère de Bachar. Du coup, je ne vais pas faire tout un détail de l'enquête et du procès qui va suivre, parce que ça va mettre des années pour avoir notamment un dénouement. En tout cas, Bachar de son côté, il a toujours nié avoir une quelconque implication dans cet attentat, mais clairement il y a quand même des doutes qui continuent de persister, et d'ailleurs la vérité n'éclatera sans doute jamais. En tout cas, suite à l'assassinat lors de cet attentat donc de Rafik Hariri, Bachar il fait retirer ses dernières troupes encore stationnées au Liban, après quand même quasiment 30 ans de présence. Et d'ailleurs avec différentes choses qui planent autour de Bachar et de son régime, les autres puissances mondiales lui ferment quand même doucement la porte aussi. Enfin, pas tous les pays. Il y en a un qui reste quand même en bon terme avec lui. Ce pays, vous le connaissez très bien, c'est la France. Et c'est une France de 2007 avec un président qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui devient alors le président de la République française. Lui, Sarkozy, il a quand même envie de rester ami en fait avec les Syriens. Et donc il décide tout simplement d'inviter Bachar al-Assad directement à Paris l'année suivante, à l'occasion de la fête nationale qui est donc le 14 juillet 2008. En fait, le but à l'époque, pour résumer, c'est de faire en sorte que les relations entre la France, le Liban et la Syrie soient de nouveau au beau fixe. Quand même, la décision de Sarkozy d'inviter Bachar al-Assad le 14 juillet, quand même il y a énormément de gens en fait qui sont pas hyper raccords avec ça. Ils trouvent quand même que c'est quand même hyper border parce que on sait à ce moment-là que Bachar al-Assad, il est quand même pas trop fréquentable. Le 14 juillet, c'est la fête nationale. Ce sont les droits de l'homme, la démocratie. C'est donc difficile à comprendre qu'on invite un dictateur qui a commis ou fait commettre des actes graves au Liban. Et pas simplement au Liban d'ailleurs. En tout cas, Nicolas Sarkozy ne va pas s'arrêter là et il va aller en Syrie à plusieurs reprises par la suite. Et j'ai toujours été convaincu que dans le respect des alliances traditionnelles de la Syrie pouvait apporter sa pierre à la paix. En tout cas, Bachar al-Assad, il commence à avoir de plus en plus de sang sur les mains. Et malheureusement, tout ça n'est qu'un échauffement. Et dans la partie qui va suivre, vous allez voir que dans tout le Moyen-Orient, il va y avoir un bordel monstrueux et ça, le peuple syrien va le payer très cher. Alors, on avance de quelques années dans le futur, là, et on arrive à la fin de l'année 2010. À ce moment-là, Bachar al-Assad, lui, il a 45 ans, et il y a des contestations populaires qui commencent à prendre énormément d'ampleur dans plusieurs pays du nord de l'Afrique et du Moyen-Orient. Alors, il y a des grandes chances que vous sachiez de quoi il est question, c'est ce qu'on appelle le printemps arabe. Mais peut-être que vous savez pas exactement en quoi ça a consisté. Ça commence le 17 décembre 2010, avec le début de la révolution tunisienne, et rapidement, d'autres pays vont commencer à suivre, comme l'Algérie, la Jordanie, l'Égypte, le Yémen, la Libye, et bien sûr, la Syrie, quelques mois plus tard en 2011. Et là, le printemps arabe, c'est pas des petites manifs par-ci par-là où les gens ils se disent « voyez, on voudrait plus de liberté ». Non, c'est vraiment un énorme mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur avec énormément de retombées. Que ce soit en Tunisie, en Égypte ou même au Yémen, les chefs d'État quittent leurs fonctions après des guerres civiles et des coups d'État. Par exemple, Mouammar Kadhafi, qui était dirigeant de la Libye depuis plus de 40 ans, c'est même la mort qui l'attend lui, alors qu'il voulait fuir son pays. Alors que dans d'autres pays, c'est un petit peu plus soft, avec seulement des changements de gouvernement ou de constitution quoi. Et là, nous, ce qui nous intéresse justement, c'est la Syrie, avec Bachar al-Assad. Malheureusement, pour le peuple là-bas, ça prend pas exactement la même direction que dans d'autres pays qui sont concernés par le printemps arabe. Déjà, en mars 2011, se tiennent ce qu'on appelle les manifestations de Deraa. Ce sera un peu le début officiel du printemps arabe, en tout cas en Syrie. Et c'est surtout en fait le début de la guerre civile.
En fait, tout part à la base d'un groupe d'ados qui tag Jack Alec Eldor Ya Doctor et qu'on pourrait traduire par ton tour arrive docteur, en référence au fait que Bachar al-Assad avant était tout bib quoi. Et là, Bachar, il va quand même mal réagir à ce petit tag dans la rue parce qu'il va capturer ces gamins qui ont entre 10 et 17 ans et il va les torturer pendant des semaines entières. Là, un groupe de parents demande alors la libération des enfants, mais ça va pas du tout se passer comme espéré. Parce qu'en effet, un certain Atef Najib, qui est alors chef de la branche locale de la sécurité politique et qui est cousin de Bachar al-Assad, eh bien il aurait répondu, je cite, « Oubliez vos enfants et allez retrouver vos femmes, elles vous en donneront d'autres. Et puis, si vous n'êtes pas capable de leur faire des enfants, amenez-nous vos femmes, on le fera pour vous. » C'est ça qui va créer l'étincelle qui va embraser tout le pays. Donc déjà à Damas, dans la capitale, il y a plusieurs centaines de personnes qui vont commencer à gueuler contre le régime et qui vont vouloir se faire entendre. Et là, ça va encore plus s'enflammer. Rapidement, il y a deux personnes, un certain Ossam Ayash et puis Mahmoud Jawabre, qui sont tués par une unité antiterroriste qui a fait appeler Atef Najib, dont j'ai parlé juste avant. Là, si les autorités vont quand même essayer de calmer les choses dans la foulée, la traînée de poudre a déjà pris feu. En même temps, peu après, une autre personne va être tuée par balle pendant une manifestation et les blessés vont commencer à se compter par centaines. Ce qui fait que quand même, en l'espace de 2 semaines, 130 personnes, selon certaines sources, qui auraient été tuées. Et ça, ce n'est que le début de la répression. Et pour faire bonne figure, d'ailleurs, Bachar al-Assad va ouvrir des enquêtes pour dire non, mais on va regarder ce qui s'est passé, c'est pas normal. Mais bon, en parallèle, les tueries continuent. Ce qui fait qu'à peu près 1 mois après le décès des premières victimes, on a à peu près 600 personnes qui seraient tuées en Syrie, dont les 3/4 dans la ville de Deraa, où tout a commencé. Contrairement à d'autres pays où s'est déroulé le printemps arabe et où le peuple avait fini par gagner, là, avec Bachar al-Assad, ça se passe pas du tout comme ça. Il a pas envie de se barrer, lui, il est bien là. Et si ça doit coûter la vie à son peuple, c'est ok. Pour parler un peu plus de politique internationale. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, bien sûr, mais il faut savoir que l'Iran, ça devient leur principal allié. Et tout comme le Hezbollah libanais, qui est un groupe armé libanais, qui deviennent assez proches de la Syrie. Et quelques mois plus tard, eh bien, la Russie vient également en aide au régime de Bachar al-Assad, dans sa lutte contre les terroristes. À ce moment-là, quand même, pour vous dire, comme je vous ai dit, c'est le bordel, en fait, du coup, dans tout le Moyen-Orient, parce que, déjà, Bachar al-Assad, il se bat contre les rebelles dans son pays qui veulent le jarter, mais il se bat en même temps contre des groupes terroristes qui veulent également, en fait, s'infiltrer dans son pays pour le jarter et pour mettre à la place, en fait, un islam radical, comme ça a été le cas dans d'autres pays du coup au Moyen-Orient, comme par exemple en Irak. Bref, à ce moment-là, ça sent quand même le sapin pour lui parce que tout le monde veut sa peau. Au niveau des secrets, là, si c'est impossible à vérifier à 100%, en fait, il y a beaucoup d'enquêtes, notamment de services secrets, qui trouvent que durant cette guerre civile, eh bien Bachar al-Assad a utilisé pas mal de choses un peu en sous-marin. Et par chose, en fait, j'entends que, en fait, Bachar al-Assad avait ciblé en fait tous les groupes qui voulaient en fait lui foutre sur la gueule. Donc, par exemple, des groupes ethniques, des groupes religieux ou des groupes paramilitaires. Et en fait, il allait soutenir chacun d'eux en disant qu'en fait les autres étaient les méchants. Et comme ça, en donnant en fait du pouvoir à chacun d'eux, ça faisait qu'ils se foutaient sur la gueule entre eux pour éviter qu'en fait ils ne le renversent lui. Donc, il dupait grâce à des fausses promesses et puis la manipulation massive pour que jamais on ne l'atteigne. Si pour l'instant Bachar al-Assad a en tout cas tué plusieurs centaines de personnes de son propre peuple de manière totalement froide et calculée, eh bien accrochez-vous pour la suite parce que là on va passer un cap supplémentaire dans ce qu'un président dictateur peut faire de pire. Alors, les mois passent et là, la guerre civile continue en Syrie. Le peuple est toujours du coup très révolté contre Bachar, ils veulent qu'il se barre. Lui, il est pas d'accord et il est bien décidé à rester au pouvoir. Bref, les centaines de morts initiaux vont se transformer en milliers, potentiellement même en dizaines de milliers, même si c'est quand même compliqué d'avoir des chiffres exacts. En parallèle, on ne compte même plus les blessés, mais également les personnes qui ont préféré quitter la Syrie, que ce soit par obligation ou même par anticipation. Bon, j'en parle pas maintenant, mais on fera un bilan humain complet un peu plus tard sur tout ce que ça a coûté en vie humaine. D'ailleurs, avant de rentrer dans les détails sur les atrocités qu'il a fait, je fais quand même une petite parenthèse relative à la loi internationale. Parce que au moment où la guerre civile éclate en Syrie, eh bien en fait, ce pays fait partie d'un club très fermé. Et c'est celui des pays qui n'ont pas signé la convention de l'interdiction des armes chimiques, qui était entrée en vigueur en 97. Il y a pas beaucoup d'autres pays qui n'ont pas signé cet accord. Et donc, comme Bachar n'a pas signé en fait cet accord, c'est bien utile parce que justement il va utiliser les armes chimiques sur son propre peuple. Et notamment en octobre 2012 dans les villes de Karf, Takarim et de Salkin. Et à ce moment-là, le président syrien a utilisé en effet du gaz sarin. Donc voilà, je le rappelle, le gaz sarin c'est une substance neurotoxique, une petite saloperie parce que ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Et dès que vous l'inhalez, hop, vous êtes foutu. Et souvent dans la douleur. Mais ça pour Bachar, ce ne sera qu'un échauffement parce qu'un autre drame va survenir.
Alors bien sûr, le régime en plus dit que non, ils n'ont jamais utilisé ce gaz sarin et ils accusent même les rebelles d'être à l'origine de ces attaques. Et bon, le temps continue à passer et j'en arrive au 21 août 2013 qui va être le point de bascule de toutes les saloperies qu'il a pu faire. Pour l'expliquer, je vais vous mettre un peu de contexte. Et bon, si tout le pays est touché en fait par la guerre civile, en fait la majorité des affrontements se font à Damas, qui est la capitale du pays. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est un peu le bordel. En fait, toutes les zones en rouge, elles sont contrôlées par le régime syrien et ses alliés, comme par exemple la Russie et compagnie. Les zones qui sont très claires, elles sont contrôlées par les rebelles et la zone kaki foncée, là c'est un peu le bordel où les deux camps en fait ils les veulent. Et bref, du coup ce 21 août, en pleine nuit, la direction la Ghouta orientale qui est à proximité de Damas. Parce qu'en fait plusieurs quartiers à l'est de la capitale vont être purement et simplement bombardés, mais pas par des simples obus. En fait là il s'agit de missiles avec des charges neurotoxiques qui vont tomber sur la population qui à ce moment-là en pleine nuit souvent endormis, ce qui fait que ces gens vont en grande partie mourir dans leur sommeil. Et pour ceux qui tentent de s'échapper, le dénouement n'est pas plus réjouissant car les produits chimiques vont également leur coûter la vie. En tout cas il estimait que cette attaque aurait coûté la vie à près de 2000 personnes et 10 000 blessés. Et la majorité, ce sont évidemment des personnes civiles. Ça ne prend pas en compte les futures fausses couches, les bébés mort-nés et même les nombreuses naissances de bébés prématurés à cause des armes neurotoxiques. En plus, comme le gaz sarin, c'est une petite saloperie en fait, il y a plein de maladies et des handicaps qui vont se développer par la suite. Nous n'avons pas donné l'ordre de tuer ou d'être brutal. Aucun gouvernement au monde ne tue son propre peuple, sauf si le pays est dirigé par un fou. Je fais de mon mieux pour protéger mon peuple. Je ne peux pas me sentir coupable. L'utilisation d'armes chimiques, personne n'a de preuves à ce sujet, seulement des photos sur internet. Des enfants tués, c'est de la propagande et des campagnes médiatiques. Des civils pris pour cible, on n'a jamais attaqué une zone où il n'y avait pas de terroristes. Je suis l'homme qui a protégé son pays du terrorisme et des interventions, et qui a garanti la souveraineté et l'intégrité de ses terres. Alors comme vous le voyez, en fait, le régime va bien nier cette attaque et va même jusqu'à accuser les rebelles du camp adverse. Mais sur la scène internationale, personne n'est vraiment dupe quoi. Typiquement Barack Obama, qui est à ce moment-là président aux États-Unis. I determined that it is in the national security interests of the United States to respond to the Assad regime's use of chemical weapons through a targeted military strike. I don't think we should remove another dictator with force. We learned from Iraq makes us responsible for all that comes next. Bon, en tout cas, du côté de Bachar al-Assad, alors qu'il dit que tout se passe bien et que c'est pas sa faute, eh bien les attaques chimiques, à ce moment-là, vont devenir une habitude. Et quand c'est pas le gaz sarin d'ailleurs qui est utilisé, c'est du gaz chloré qui le sera. Comme c'est le cas par exemple dans la ville de Douma en 2018. Ce qui fait qu'on estime en tout cas que sur cette période, il y aurait eu jusqu'à 300 attaques d'armes chimiques, comme le gaz sarin, le gaz moutarde ou même le gaz chloré. Comme vous l'avez vu du coup dans cette partie, on parle quand même de beaucoup de gens qui se font tuer par le régime, mais il est peut-être temps aussi de parler d'un autre destin, celui de finir dans l'une des prisons les plus inhumaines du pays, où certains traitements dépassent l'entendement. Dans l'ombre, à l'abri des regards et surtout des autres puissances internationales, eh bien Bachar al-Assad est tombé dans les mêmes travers que son père. Au final, il finit aussi par emprisonner à outrance, souvent d'ailleurs de façon totalement arbitraire, sans vraiment de motivation, et des dizaines de milliers de personnes, avant de les torturer entre les murs de différentes prisons. Ce qui fait que globalement, si vous n'êtes pas d'accord avec le régime et que les autres instances considèrent que vous représentez un danger pour le pays, vous êtes emprisonné et là, c'est mauvais pour vous. Et des lieux de détention, en fait, il y en a des dizaines dans le pays, que ce soit à Alep, Damas ou même Tartous. Comme par exemple un centre de détention appelé la branche 227 qui dépend directement du ministère de la Défense, qui est à Damas. Il y avait toutes sortes de populations ici. Des intellectuels, des ouvriers, des médecins, des enfants d'à peine 12 ans, voire moins. On était plus de 2400 prisonniers et c'est d'après les repas donnés qu'on calculait ça. Le pire, c'était de voir les cadavres de prisonniers qui mouraient à cause des maladies ou de la torture. On pouvait mourir de la diarrhée, à cause de la gale, des infections et bien sûr sous la torture. Que ce soit via la chaise allemande, via de l'électrocution ou des coups. J'ai subi ces tortures comme tous les autres prisonniers. Pendant longtemps, j'ai eu peur d'être transféré dans la prison de Saïd Naya. Et ce qu'on pourrait peut-être appeler le boss de fin sur toutes ces prisons, ce serait peut-être la prison de Saïd Naya. Parce que dans ce centre, on retrouve des dizaines de milliers de détenus qui sont répartis en deux catégories et dans deux bâtiments différents. En fait, les civils d'un côté et les membres dissidents de l'armée et les opposants politiques de l'autre côté. Et d'ailleurs, personne ne le sait à ce moment-là dans le reste du monde, mais la prison de Saïd Naya est en fait tout simplement là un concentré d'horreur. C'est pas juste une petite prison, ça va beaucoup plus loin. Parce que déjà, les prisonniers sont entassés. En fait, ils peuvent parfois être plusieurs dizaines dans des cellules de 9 mètres carrés. En parallèle, les tortures sont légion et les tortionnaires sont malheureusement très créatifs. Que ce soit la privation de nourriture et d'eau, des viols, des supplices de la roue, des électrocutions, des coups portés à l'aide d'une multitude d'objets, mais aussi des pendaisons qui ne mènent pas d'ailleurs toujours à la mort. Et là, le truc, c'est que là-dedans, il n'y a pas seulement que les hommes adultes en fait qui sont concernés, parce qu'il y a aussi des femmes et des enfants qui sont enfermés derrière ces murs.
Et il faudra finalement attendre l'année 2017 pour avoir un rapport complet de Amnesty International qui parle de la prison. Alors ce rapport il a été constitué grâce à un ancien photographe légiste et des anciens prisonniers, ce qui permet là de recoller des morceaux petit à petit. On estime alors que 30 000 personnes ont été tuées dans les prisons syriennes entre 2011 et 2018 et la majorité du temps c'était dans la prison de Saïd Naya. Et ils sont quand même allés jusqu'à recenser 150 techniques différentes de torture. Bien entendu ça a rapidement été considéré comme des crimes contre l'humanité de par la déshumanisation, les conditions inhumaines et évidemment le massacre qui en découle. Bref, on avance un peu dans le temps et en 2021, 10 ans après le début de la guerre civile en Syrie, un sérieux bilan humain est dressé. Alors bien sûr, c'est quand même des chiffres à prendre avec les pincettes, mais il y aurait eu près de 400 000 morts, des millions de blessés et surtout 4 millions de personnes qui ont quitté un pays, à feu et à sang, complètement ruinés et meurtris au possible. Sachant que ceux qui restent, parfois ils vivent dans une pauvreté extrême où ils n'ont même pas de quoi boire ou manger. Bref, le pays continue à être à feu et à sang, que ce soit à cause des conflits en interne ou à cause des guerres avec les groupuscules étrangers. En tout cas, à ce moment-là, Bachar al-Assad ne se doute absolument pas que la fin arrive doucement mais sûrement. Alors, le temps passe et l'état global de la Syrie ne s'arrange vraiment pas. Et à ce moment-là, Bachar al-Assad, qui va vers ses 60 ans, continue les répressions, il continue de s'accrocher à la tête du pays et personne n'est réellement gagnant. En fait, ni son gouvernement, ni les habitants, car les morts continuent de s'accumuler, soldats comme civils. Mais il y a seulement quelques mois, au moment où je tourne la vidéo, là, tout a basculé d'un seul coup en seulement quelques jours. Nous attendons ce jour depuis des années. Nous avons résisté, nous avons souffert, nous avons tenu le coup, nous avons attendu ce jour jusqu'à ce que ce régime tombe. Et enfin, il est tombé. Vous le savez sans doute, à la fin de l'année précédente, en 2024, Israël est en conflit avec la Palestine, mais également avec le Liban. Et ça, ce sera sans doute l'un des points clés. En effet, en fait, le Hezbollah libanais, qui est alors l'allié de Bachar al-Assad, eh bien, il a dû réduire ses troupes en Syrie pour les réquisitionner directement sur le conflit libano-israélien. Et le 27 novembre, personne ne le sait encore, mais une coalition formée par plusieurs forces armées va quitter une ville syrienne du nom de Idlib pour une offensive décisive. Et d'ailleurs, cette coalition est grandement soutenue par la Turquie. Globalement, la Turquie, qui est quand même le gros pays pas loin d'eux, en fait, ils veulent vraiment que Bachar il se barre. Dans le lot, on retrouve notamment HTC, qui est l'Organisation de Libération du Levant et qui littéralement est une ancienne branche de Al-Qaïda en Syrie. Là, rapidement, des villes clés dont Alep vont tomber et ni l'armée syrienne, ni les restes des combattants du Hezbollah libanais, ni les Iraniens, ni les soldats russes vont opposer de vraies résistances. Non, littéralement, cette coalition, vraiment, ils roulent comme dans du beurre, quoi. Bref, dans tout le pays, des villes importantes échappent à l'armée syrienne et les factions rebelles prennent peu à peu le contrôle. Après Alep, c'est Homs, qui est l'une des 3 plus importantes villes du pays, qui tombe. Là, les soldats de l'armée syrienne, ils flippent un peu de tout ça, ils désertent petit à petit. D'ailleurs, il y a même des rumeurs de trahison au sein de l'armée qui commencent à fleurir. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça a basculé aussi vite en l'espace de quelques jours. Bref, pour la coalition rebelle, il n'y a alors plus qu'une seule ville, et c'est Damas, la capitale. Et ainsi, c'est dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 décembre 2024 que le régime de Bachar al-Assad, surnommé le boucher de Damas, tombe officiellement et pour de bon. Alors bien évidemment, quand Damas est libéré, les rebelles vont directement forcer les portes de la prison de Saïd Naya, dont je vous parlais il y a quelques minutes. Là, des dizaines de milliers de personnes sont alors libérées de la prison et la plupart sont vraiment dans un sale état. D'ailleurs, certaines se souviennent même plus de leur nom, là où d'autres sont enfermées parfois depuis 10 à 15 ans. D'ailleurs, le triste record est celui d'un Jordanien qui croupissait ici depuis quasiment 40 ans. Les rebelles ont tiré des coups de feu sur les portes et nous avons pu sortir. Ils nous ont dit de partir, que nos familles nous attendaient dehors. Je croyais que je reverrais jamais la vie. La mort était normale et fréquente. On la voyait tous les jours et à chaque fois que la porte de la cellule s'ouvrait, vous pouviez mourir. La prison de Saïd Naya est défoncée à coups de massue, à coups de marteau-piqueur par les rebelles qui vont trouver beaucoup de survivants dedans, mais aussi beaucoup de cadavres, ou même plein de corps dissous dans l'acide. Bref, en parallèle de tout ça, Bachar al-Assad, de son côté, est arrivé à quitter son pays en avion sans se faire arrêter par les rebelles qui ont pris le pouvoir. Et il semblerait avoir pris refuge, avec sa femme et ses enfants, chez l'un de ses alliés dont je vous ai parlé un peu plus tôt, la Russie. Là, évidemment, un mandat d'arrêt est émis contre lui. Alors, il y en a eu plein d'autres avant, mais voilà, concrètement, ça fait que si Bachar se pointe dans n'importe quel autre pays, notamment de la coalition rebelle, eh bien, il est foutu. Pour la Syrie, maintenant que son dictateur s'est enfin barré, l'heure est maintenant à la reconstruction, sous l'égide là d'un gouvernement de transition, avec à sa tête un certain Ahmed Hussein al-Shara, qui là était l'un des principaux leaders d'HTC. Alors, il y a déjà eu des rencontres avec les principaux représentants des minorités chrétiennes du pays, ou même d'autres groupes ethniques. En plus de ça, le nouveau gouvernement, en tout cas de transition, a assuré que les militaires se retireront le plus rapidement possible des zones civiles, pour que le pays se reconstruise enfin dans la paix. Tout ça, pour l'instant, est très récent, ça a même pas quelques mois, donc c'est impossible de savoir comment va se reconstruire le pays. Il y aura sans doute d'autres décisions, plein d'autres trucs qui vont se dérouler. Au moins, en tout cas, de ce qu'on sait, le spectre des Al-Assad n'est plus.
En tout cas, pour ce dernier secret, il faut savoir qu'après la chute du régime, on va découvrir que la Syrie était devenue, en parallèle des emprisonnements et des massacres, en fait un narco-État depuis des années. Parce que quand vous pensez à la production massive de drogue, là on pense directement à la Colombie ou même au Mexique. Clairement, le Moyen-Orient, ça n'en fait pas partie. En fait, il y a différents services de renseignement et des ONG qui ont retrouvé des énormes stocks de Captagon, qui à l'origine est un médicament. Mais comme beaucoup d'autres produits pharmaceutiques, eh bien le Captagon, il a été détourné pour devenir une drogue illicite. Et sa production et son exportation ont été organisées et dirigées par le régime de Bachar al-Assad, et ça lui a permis de faire rentrer des sommes astronomiques d'argent. Et tout ça, bien entendu, dans la pure illégalité. Et ben voilà, ainsi s'achève le règne des Al-Assad en Syrie. Mais bon, contrairement à l'histoire de Saddam Hussein, Staline ou même Goebbels, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, celle de Bachar al-Assad, elle est loin d'être terminée. Techniquement, il y a très peu de chances en fait qu'il reprenne le pouvoir un jour en Syrie, et même s'il est toujours en vie aujourd'hui, pour l'instant il reste caché et personne ne sait ce que lui réserve le futur. En tout cas, pour l'avenir de la Syrie, espérons sincèrement qu'il soit plus lumineux, mais gardons en tête quand même que ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui, c'est une ancienne branche armée d'Al-Qaïda. Et bien voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a éclairé un peu plus sur un petit peu les enjeux et la vie de ce dictateur. Et nous, on se retrouve pour la prochaine sur Poisson Fécond. Bye!